Cela a commencé par de légères secousses provenant du sous-sol. Personne n'y a vraiment prêté attention, surtout dans les régions à forte activité sismique. Les gens pensaient que ce n'était que des tremblements de terre mineurs. Ils en parlaient dans les journaux, mais peu s'en souciaient. Mes parents, je n'avais que 12 ans à l'époque, étaient parmi ceux qui s'en souciaient, mais gardons cela pour plus tard. En un an seulement, les secousses sont devenues beaucoup plus fortes et plus fréquentes. Dans certaines régions, elles se sont transformées en véritables tremblements de terre, causant beaucoup de dégâts dans les villes et les villages. Pire encore, des volcans auparavant en sommeil ont commencé à se réveiller. Les gens du monde entier ont commencé à s'alarmer. Les scientifiques ont beaucoup parlé du changement climatique et de l'impact de l'humanité, mais il était évident que personne n'avait vraiment de réponse définitive. La situation ne s'est pas améliorée non plus. Au fil des mois, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques ont progressivement augmenté en puissance et en fréquence. Au début, une seule catastrophe naturelle majeure par mois était signalée, mais en 2 ans, il y en a eu au moins 4 dans la même période, aux 4 coins du monde. Même les régions normalement calmes ont souffert de tremblements de terre, et des tsunamis en ont résulté. Les gens ont essayé de s'adapter, mais tout se déroulait trop vite pour pouvoir réagir de manière adéquate. Tout ce qu'il nous restait à faire était d'apprendre à être toujours prêts à quitter nos maisons et à nous enfuir. Nous avons renoncé à la construction de grands immeubles d'habitation robustes et avons opté pour des maisons légères imprimées en 3D. Elles étaient facilement détruites, mais aussi facilement construites, ce qui était un énorme avantage. Les articles de luxe perdaient rapidement de leur valeur, tandis que l'électronique mobile et les outils de survie se vendaient de plus en plus cher. Les gens commençaient à vraiment apprécier ce qu'ils avaient et à s'apprécier les uns les autres. Les voisins s'entraidaient et des villes entières unissaient leurs efforts pour construire des communautés fortes et se préparer au pire, ensemble. Puis le pire est arrivé plus tôt que prévu. La planète entière a été secouée par un tremblement de terre titanesque. Nous avons pensé que c'était la fin pour nous tous, car le sol a tremblé pendant des heures et n'a cessé que le lendemain. Par la suite, des rapports sont arrivés de la côte atlantique. L'océan s'était retiré, laissant de vastes étendues de sable et de coraux nus. Des équipes de recherche sont parties en hélicoptère à la recherche des causes de ce cataclysme et ont trouvé l'impensable. Il y avait un énorme tourbillon au milieu de l'Atlantique, des centaines de fois plus grand que le plus grand trou d'eau du monde. L'eau de l'océan s'écoulait dans ce gigantesque évier, comme si quelqu'un avait retiré le bouchon du fond. Dans un sens, c'est exactement ce qui s'est passé. Les plaques tectoniques sous l'Atlantique se sont séparées, formant une énorme brèche dans le fond. Du magma bouillonnant s'est déversé, mais a été éteint par la masse d'eau impressionnante, qui s'est ensuite précipitée dans l'abîme. L'eau s'est engouffrée si rapidement que le niveau général de l'eau a baissé en quelques heures. L'événement a été surnommé la Grande Faille Atlantique, mais ce n'était encore que le début. Avec l'augmentation de la fréquence des tremblements de terre et des éruptions, la configuration des vents dans le monde entier a changé, ce qui a entraîné des ouragans massifs. Il semblait que la planète entière était contre ses habitants. Mais comme je l'ai dit plus tôt, mes parents étaient ceux qui s'en souciaient le plus, et ils devaient en connaître la raison. Ils étaient géologues à l'Agence spatiale internationale, qui a poursuivi ses recherches malgré tous les cataclysmes. Et ce sont eux qui en sont venus à la conclusion affligeante, pour une raison inconnue, la Terre avait commencé à s'agrandir. Cela expliquait tout, les séismes de plus en plus fréquents sont causés par le mouvement des plaques tectoniques. Le magma en mouvement a été poussé du manteau vers la croûte et a éclaté à la surface à des endroits exactement adaptés à cela, les volcans. Et cela signifiait qu'il y aurait d'autres événements comme la Grande Faille Atlantique, mais encore plus catastrophiques. 1 an plus tard, nous avons déménagé pour nous installer au sein de l'agence avec les familles des autres employés et des chercheurs. Les bâtiments étaient ultra résistants. Nous étions donc protégés des atrocités de l'extérieur. Nous avons accueilli autant de personnes que possible, mais bien sûr ce n'était pas suffisant. Des millions d'autres ont été laissés, livrés à eux-mêmes, et nous ne pouvions qu'espérer que tout le monde était en sécurité. À ce moment-là, comme l'estimaient les scientifiques, la planète avait déjà grandi 1,5 fois sa taille d'origine. Et à première vue, le rythme auquel elle se développait s'accélérait. Au cours d'une autre année de notre vie de bunker, nous l'avons vu grandir 2 fois plus. Des crevasses encore plus grandes que celles de l'Atlantique ont surgi dans différentes parties du monde, provoquant un chaos généralisé. Tout le monde est alors parti vivre sous terre, où c'était relativement sûr. Les communications entre les continents étaient pratiquement perdues et tout ce que nous avons appris sur la situation susmentionnée provenait d'expéditions audacieuses menées par des scientifiques. La planète a été ravagée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis et des ouragans qui se produisent presque quotidiennement maintenant. La vie à la surface était pratiquement impossible. C'est alors que l'équipe combinée de chercheurs et d'ingénieurs a soudainement trouvé la solution sur laquelle elle travaillait depuis 5 ans. Ils l'ont appelée l'Arche.
Plusieurs équipes ont convenu de construire d'énormes vaisseaux spatiaux pour évacuer l'humanité ainsi que les espèces animales, les poissons et les insectes survivants au cas où la Terre se désagrégerait. Et le moment qu'ils redoutaient est finalement arrivé. Tout le monde dans les bâtiments de l'agence, y compris mes parents et moi-même, a été escorté jusqu'à un énorme hall où se trouvait l'une des arches. Toutes les autres personnes du continent qui ont réussi à venir étaient également là. On nous a donné des papiers d'identité et nous avons ensuite été autorisés à embarquer. Chaque personne a reçu une capsule séparée qui devait nous maintenir en hibernation pendant toute la durée du voyage dans l'espace. On nous a dit que nous étions les colons, les pionniers de la colonisation de l'espace. Nous allions sur Mars. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici où j'écris tout cela. Nous avons réussi à monter à bord de l'arche et nous avons été endormis dans nos capsules. Quand je me suis réveillé, nous étions déjà en train d'atterrir. Je ne vais pas t'assommer avec les détails de la terraformation et de l'installation dans notre nouvelle maison. Au début, nous portions tous des combinaisons spéciales équipées de réservoirs d'oxygène, mais bien vite, nous avons construit un dôme avec une atmosphère artificielle et commencé à rendre le territoire habitable, à la fois pour nous et pour les animaux que nous avions amenés. 10 ans se sont écoulés depuis lors. Nous nous sentons presque chez nous sur la planète rouge, qui n'est plus vraiment rouge. Il y a des forêts luxuriantes et de grandes villes qui s'étendent tout autour. Mars est inactive, il n'y a donc pas de tremblement de terre ni d'ouragan ici. La vie est assez paisible, bien qu'elle soit extrêmement active avec tout le travail qu'il reste à faire. Mais pendant tout ce temps, nous avons tous regardé avec anxiété notre planète natale s'agrandir. Au début, elle était à peine visible dans le ciel nocturne, mais au fil des mois, elle est devenue de plus en plus apparente, jusqu'à ce qu'un jour elle puisse être observée en détail à l'œil nu. Aujourd'hui, elle a la taille de la Lune dans notre ciel et est visible même à la lumière du jour. Le Soleil semble beaucoup plus petit d'ici qu'il n'était vu de la Terre. Donc en gros, notre planète natale semble maintenant plus grande que son étoile. Grâce au télescope, nous pouvons voir sa surface couverte de cicatrices et de fissures des dizaines de fois plus grandes que le Grand Canyon. Il n'y a plus de mer et d'océan, et les continents ont dérivé au loin. Le monde autrefois vert et bleu si accueillant est maintenant une terre stérile et désolée, bouillonnante de feu et de soufre. Le Soleil n'aide pas non plus. Quand la planète était petite, l'étoile baignait dans sa lumière et sa chaleur, lui donnant vie et énergie. Aujourd'hui, comme la Terre est 100 fois plus grande, le Soleil brûle sa surface et les restes de son atmosphère. Mais même cela, ça n'est pas tout. Avec la taille, la gravité a aussi augmenté. Étant si grande et massive, la Terre est entrée en collision avec la Lune, la consommant presque entièrement. Vénus, qui était similaire à la Terre précédente, a commencé à être tirée vers la planète qui a soudainement grandi. Et la Terre elle-même gravite lentement vers le Soleil. Les scientifiques disent qu'un jour, elle absorbera d'abord Vénus et Mercure, puis brûlera complètement sous la chaleur du Soleil. Waouh! Tout ce que j'espère maintenant, c'est de ne jamais le voir de mes propres yeux. T'es-tu déjà demandé ce que cela donnerait si toutes les planètes de notre système solaire avaient la même taille que la Terre? Il est temps de nous plonger dans ce scénario époustouflant. Imaginons ce à quoi ressemblerait chaque planète si elle était aussi grande que notre chère planète bleue. Le paysage rouge et stérile de Mars deviendrait-il soudain une oasis verdoyante? La géante gazeuse Jupiter disparaîtrait-elle tout simplement? Et quel en serait l'impact sur notre système solaire dans son ensemble? Serions-nous tous condamnés? Attachez vos ceintures et voyons ce qu'il en est. La première planète sur notre liste est Mercure. C'est la plus petite planète de notre système solaire. Oublie maintenant la petite Mercure qui est comparable à une simple lune. Imagine-toi plutôt à la surface d'un brasier perpétuellement incandescent. Il y a plein de cratères et de volcans actifs autour de toi. Et juste en face, un énorme soleil aveuglant. Quel cauchemar! Mais décortiquons ces changements. Si la taille de Mercure augmentait, sa masse et sa gravité augmenteraient de même. Dans ce cas, il est possible que Mercure ait davantage d'atmosphère. Les températures sur Mercure sont extrêmes. Non seulement parce qu'elle est très proche du Soleil, mais aussi à cause de son atmosphère très fine. Ainsi, pendant la journée, les températures atteignent les 430 degrés Celsius. Et la nuit, il fait un froid terrible, pouvant atteindre moins 180 degrés Celsius. Mais à présent que sa gravité est plus forte, Mercure pourrait avoir une atmosphère bien plus dense. Ainsi, la chaleur serait mieux répartie sur la planète. L'atmosphère n'est pas la seule chose qui puisse rendre la planète plus chaude. Si Mercure devenait plus massive, son réchauffement interne serait probablement accru en raison de la compression due à la gravité. Et hypothétiquement, son activité tectonique pourrait également s'intensifier. En d'autres termes, des paysages plus intéressants, des montagnes plus nombreuses et des volcans actifs encore plus effrayants.
Félicitations, tu as transformé Mercure en une Vénus 2.0. Pour nous, tous ces changements ne seraient guère plus agréables. Il deviendrait beaucoup plus difficile d'y envoyer nos engins spatiaux. Il vaut donc mieux que Mercure reste telle qu'elle est, petite, calme et ennuyeuse. En gros, tout le contraire de notre prochaine étape, Vénus. Qu'arriverait-il à Vénus si elle était de la taille de la Terre ? Eh bien, à vrai dire, rien. Elle ne changerait pas du tout. Tout simplement parce que Vénus a déjà presque la même taille que notre planète. On l'appelle même la jumelle de la Terre, même si jumelle est un bien grand mot. En réalité, nous ne pourrions pas être plus différents. Vénus est souvent surnommée l'étoile du matin, parce qu'elle est très brillante et visible dans notre ciel. Mais ne te laisse pas abuser par sa beauté. Cette planète est l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre système solaire. Sa surface est plus chaude qu'une pizza sortie du four, soit environ 482 degrés Celsius, et elle est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique qui dissoudraient tout humain tenté de la visiter. Hélas donc, tu n'es pas prêt de t'y rendre. Passons maintenant à une planète qui, contrairement à Vénus, pourrait potentiellement devenir notre nouveau foyer, Mars. Imagine-toi à la surface de la planète rouge, à regarder le coucher de soleil bleu et à humer une brise rafraîchissante. Oui, tu as bien entendu, de l'air. De plus, tu pourrais être entouré de plantes et d'animaux et avoir l'impression de te trouver sur Terre. Mais comment est-ce possible ? Une planète Mars plus grande aurait un champ magnétique et une gravité d'autant plus fort. L'atmosphère y serait donc plus riche et plus dense. Elle contiendrait probablement une plus grande quantité de gaz, y compris de l'oxygène. Ne serait-ce pas génial ? En outre, une atmosphère plus dense pourrait répartir la chaleur sur l'ensemble de la planète. Mars pourrait alors devenir beaucoup plus chaude et bien plus confortable. Et voici le changement le plus important, de l'eau liquide. Mars possède de l'eau gelée au pôle et dans les réservoirs souterrains. Mais avec une gravité plus forte, elle pourrait potentiellement maintenir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Chouette alors ! Mais il y a un hic. La nouvelle Mars aurait également un tempérament explosif. Elle est déjà géologiquement active, mais sa chaleur et sa pression interne monteraient en flèche. Cela signifie des éruptions volcaniques plus fréquentes et bien plus impressionnantes. Imagine à quel point il serait excitant d'assister à de telles éruptions sur une autre planète. Enfin, si tu parviens à échapper aux conséquences. De façon générale, la planète pourrait devenir plus verte et plus luxuriante, mais elle n'en serait pas plus sûre pour autant. Enfin, ce serait quand même formidable d'y assister. Mais il est temps de passer aux géantes de notre système solaire. Et si nous avons déjà agrandi des planètes, il est maintenant temps de les compresser vraiment, vraiment fort. Si Jupiter devenait 11 fois plus petite, quel désastre ce serait! La première chose que l'on remarquerait, c'est un changement de gravité. Et je dis bien que nous le remarquerions, car nous n'aurions plus d'autre choix que d'émigrer ailleurs. Jupiter subit entre 30 et 100 collisions de gros astéroïdes tous les ans. Tout cela en raison de sa forte gravité, qui les attire tous à elle et nous protège. Mais notre grande sœur protectrice s'est transformée en un petit bébé joufflu. Dis bonjour à toute une bande d'astéroïdes. Oh, et dis adieu à Jupiter. Cette planète est connue pour son atmosphère épaisse et tourbillonnante. Mais avec une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible, Jupiter aurait probablement bien du mal à la retenir. Au fil du temps, elle s'échapperait donc lentement dans l'espace, laissant derrière elle une fine atmosphère composée principalement d'azote et d'oxygène. Nous devrons également faire nos adieux à l'apparence emblématique d'une autre géante, Saturne. La différence la plus notable sera la disparition de ses célèbres anneaux. Constitués de petites particules de glace et de roche, les anneaux sont une caractéristique unique de Saturne. Mais avec une gravité semblable à la Terre, ils s'abattraient sur la planète ou se disperseraient dans l'espace. C'est bien dommage. Saturne est également une géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son atmosphère est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais si elle était de la taille de la Terre, ces gaz se trouveraient comprimés en raison de la gravité accrue. Cela la rendrait beaucoup plus dense. Cela signifie que la taille et la forme de Saturne changeraient. En théorie, si nous pressons fortement Saturne, elle pourrait devenir une naine brune. Il s'agit d'un type d'étoile manquée, qui n'a pas la masse nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire, mais qui émet de la chaleur et de la lumière. Saturne pourrait donc cesser d'être une planète. Le temps qu'il y fait changerait aussi probablement. Toutes ces tempêtes démentielles, comme la fameuse tempête hexagonale qui fait rage au pôle Nord, deviendraient plus calmes et beaucoup plus faibles.
La géante suivante est Uranus. Essayons de comprimer cette pauvre planète. Tout d'abord, la gravité à la surface d'Uranus serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Son atmosphère pourrait également changer. Si Uranus était plus petite, elle pourrait présenter une atmosphère plus fine et des gaz différents. Cette planète est plutôt froide, avec une température moyenne de moins 214 degrés Celsius. Mais si elle avait la taille de la Terre, elle pourrait se réchauffer un peu, en raison d'un rapport de volume réduit en comparaison de sa surface. Mais ne te réjouis pas trop vite, il y ferait encore bien plus froid que dans les endroits les plus glacés de notre planète. Comme tu peux le constater, les géantes gazeuses n'endurent pas facilement un tel rétrécissement, sauf peut-être l'une d'entre elles. Étonnamment, la petite Neptune deviendrait beaucoup plus sympathique. Tout d'abord, il s'agirait probablement d'une planète rocheuse, dotée d'une minuscule atmosphère. Fini la géante gazeuse, place à une planète où il est plus facile de vivre et de se déplacer, pour les animaux comme pour les humains. Et en parlant de se déplacer, en raison de sa petite taille, la gravité sur cette nouvelle Neptune serait presque la même que celle de la Terre, ce qui faciliterait grandement la marche et le saut. Plus besoin de flotter dans l'espace. L'atmosphère de la Neptune originelle est si épaisse qu'on peut à peine y distinguer sa main devant son visage. Et la pression de surface y est environ 100 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. Mais notre nouvelle Neptune serait très différente, avec une atmosphère beaucoup plus fine et bien moins dense. Elle contiendrait encore du méthane, de l'eau et de l'ammoniac, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, la température. La Neptune actuelle est glaciale, avec une température moyenne d'environ moins 223 degrés Celsius. Mais si elle avait la même taille que la Terre, elle serait probablement beaucoup plus chaude, tout comme Uranus. Ah, voilà qui est mieux. Quelle planète ce serait pour nous? Et voilà pour les changements planétaires. Mais qu'arriverait-il à l'ensemble du système solaire si nous rendions toutes les planètes aussi petites? Il est difficile de le prédire, mais il semble clair que leur gravité et leurs orbites pourraient changer considérablement. Il est peu probable que l'une d'entre elles s'envole au loin dans l'espace ou s'écrase contre sa voisine, ou un truc du genre. Mais beaucoup de leurs orbites deviendraient probablement très instables. Et le nombre de collisions avec des astéroïdes augmenterait considérablement. Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation. Ce n'est pas comme si nous pouvions vraiment expérimenter tout cela. Mais c'est tout de même un exercice de pensée très intéressant. Et cela permet de se rendre compte à quel point notre système solaire est unique et spécial. Cette planète est appelée le joyau du système solaire. Composée principalement de gaz, elle pourrait flotter sur l'eau, si toutefois tu trouvais un réservoir de 120 700 km de large et de profondeur équivalente. Mais ce qui rend la planète si reconnaissable, ce sont ses magnifiques anneaux, gris, dorés et beige. Ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certains sont aussi minuscules que des grains de sable. D'autres sont aussi massifs que des gratte-ciel. La planète dont je parle est Saturne, et en ce moment même, la Terre se précipite vers elle à une vitesse fulgurante. Tout a commencé par une journée normale, il y a plus de 6 mois. Tout d'un coup, la Terre a dévié du cours qu'elle suivait depuis plusieurs milliards d'années. Mais au lieu de se précipiter vers le Soleil, elle a commencé à s'éloigner de l'étoile. En y réfléchissant bien, c'est peut-être pour le mieux. Ça nous laisse plus de temps pour trouver une solution. La Terre se déplaçait autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Pour une raison mystérieuse, lorsqu'elle a quitté son orbite, la vitesse est restée la même. Cela signifie que nous allons parcourir 1,2 milliard de kilomètres séparant notre planète de Saturne en 1 an et 3 mois. Au début, personne ne se rendait compte de ce qu'il se passait. Mais quelques heures plus tard, c'est devenu évident. Malgré la panique qui s'est emparée des terriens, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, mis à part le fait qu'il commençait à faire de plus en plus froid. Les prévisions des astronomes étaient pessimistes. Les gens ont commencé à quitter leurs maisons situées dans les pôles et à se rapprocher de l'équateur. La plupart des espèces végétales et animales étaient en danger. Certaines d'entre elles ont disparu, même si nous essayions de les sauver dans des serres et des parcs de conservation spéciaux. Le ciel a changé de manière spectaculaire. En une semaine, on pouvait voir Mars clairement. Elle ressemblait à une grosse sphère rougeâtre suspendue au-dessus de nos têtes. Jupiter est devenu aussi brillant que la Lune. Une fois que la Terre s'est trouvée aussi éloignée du Soleil que Mars, les jours sont devenus 2 fois plus sombres qu'auparavant. Au début, l'atmosphère de notre planète agissait comme une barrière entre les hommes et l'espace. C'est pourquoi nous n'avons pas ressenti le froid immédiatement. Mais 7 jours plus tard, tous ceux qui ont osé quitter leur maison ont dû se blottir dans des vêtements d'hiver super épais. À ce moment-là, les températures étaient déjà descendues à moins 98 degrés Celsius. Il a fait encore plus froid une fois que notre planète a dépassé Mars et a traversé la ceinture d'astéroïdes. Elle a été l'une des régions les plus dangereuses sur notre chemin jusqu'à présent.
Oui, les gens ont pu admirer de sublimes pluies de météorites sillonner le ciel. Mais plusieurs corps spatiaux ont réussi à traverser l'atmosphère terrestre. Ils se sont écrasés sur le sol, aplatissant les montagnes et laissant derrière eux de gigantesques cratères. Ils ont provoqué des tsunamis et déclenché des tremblements de terre. À l'heure actuelle, la plus grande partie de la planète, y compris les océans, s'est déjà transformée en un désert de glace. Il y a un manque de nourriture et de ressources naturelles. Nous avons construit des villes souterraines et des tunnels pour les relier. Nos scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver un moyen de sortir de cette situation. S'ils n'y parviennent pas, voilà ce qui va se produire. Plus notre planète se rapproche de Saturne, plus la planète à anneaux se profilera à l'horizon et plus elle paraîtra grande. Bientôt, elle brillera plus que la pleine lune. L'énorme orbe brun jaunâtre sera visible même pendant la journée, mais il sera particulièrement impressionnant la nuit. Au lieu de dormir, des millions de personnes passeront des heures à regarder Saturne grossir de plus en plus. Un jour, la distance entre les deux planètes sera la même que celle qui séparait la Terre de Mars. Le disque de Saturne paraîtra environ le quart de la taille de la pleine lune. Ces anneaux seront aussi grands que les 2/3 de notre satellite naturel. Peu après, la vitesse de notre planète commencera à augmenter sous l'influence de l'attraction gravitationnelle de Saturne. La planète aux anneaux est 9 fois plus grande que la Terre, et sa masse est presque 100 fois supérieure. C'est pourquoi, au lieu de nous déplacer à une vitesse de 46 km par seconde, nous allons traverser l'espace à près de 64 km par seconde. C'est 2400 fois la vitesse moyenne d'une voiture. La gravité de Saturne influencera la Lune plus que celle de la Terre. En un rien de temps, nous allons perdre notre satellite. Il sera catapulté dans l'espace et se retrouvera probablement en orbite elliptique autour du Soleil. Si la Terre n'était pas sur le point de s'écraser sur Saturne dans un avenir proche, la Lune pourrait un jour croiser à nouveau notre planète. Rien de bon ne ressortirait d'une telle rencontre. Mais que se passe-t-il du côté de Saturne ? Saturne est l'une des plus grandes planètes du système solaire, juste après Jupiter. Même si les anneaux qui entourent la planète sont énormes, ils sont plutôt minces, moins de 2 km d'épaisseur. Néanmoins, les anneaux principaux sont assez grands pour s'étendre de la Terre à la Lune. Mais comment la planète a-t-elle obtenu de si beaux atouts ? Au-delà du bord extérieur des anneaux principaux A, B et C, il y a quelque chose que les astronomes appellent l'anneau F. Vieux de plusieurs millions d'années, c'est le plus étrange. Cet anneau en perpétuel mouvement est constitué de matériaux glacés et est incroyablement complexe. Ses courbes, ses torsions et ses amas de substances plus brillantes lui donnent l'air d'être tressés. Saturne a plus de 50 lunes confirmées. 2 d'entre elles, Pandore et Prométhée, encadrent l'anneau F de chaque côté. Elles s'enroulent à l'extérieur et à l'intérieur de l'anneau, agissant comme des bergers. Elles rassemblent les particules de glace en une bande de 96 km d'épaisseur. Mais pourquoi pratiquent-elles cette danse élaborée ? Personne ne le sait. Ce que les scientifiques savent, c'est que lorsque les anneaux de Saturne étaient en évolution, la matière glacée s'est agglomérée et a formé des lunes mineures. Certaines d'entre elles se sont développées et sont devenues les plus grosses lunes de la planète. Mais 2 d'entre elles sont entrées en collision. C'est ainsi qu'est apparu le mystérieux anneau F. Si les lunes mineures n'avaient été constituées que de petites particules de glace, la collision spatiale aurait laissé un anneau et rien d'autre. Mais elles avaient des noyaux rocheux denses. Ceux-ci sont restés intacts et se sont transformés en Pandore et en Prométhée. Les gens n'ont aucune preuve que Saturne ait déjà heurté un autre grand corps spatial. Notre Terre pourrait être la première. Mais avant de s'écraser sur la planète elle-même, il faut passer à travers ces anneaux, y compris l'anneau F. Et non, notre planète ne se contentera pas d'y faire un trou. Les anneaux de Saturne sont constitués de petites particules. La gravité de la Terre commencera à en tirer certaines hors de leur orbite une fois que nous serons assez près. Et plus tard, lorsque nous nous en approcherons encore, le nuage de particules glacées s'élancera à la poursuite de la Terre. Mais il n'aura pas assez de puissance pour débarrasser complètement Saturne de ses anneaux. Ils continueront à se déplacer autour de leur planète d'origine. Mais leurs orbites vont changer et s'allonger. Avec le temps, les anneaux pourraient probablement se calmer à nouveau. Mais la Terre ne leur donnera pas une telle chance. La collision avec notre planète ne laissera pas Saturne indemne. S'il est encore possible de jeter un coup d'œil au ciel, les gens pourront voir les anneaux disparaître dans le néant, mais pas pour longtemps. Les plus gros morceaux de roche commenceront vite à frapper la surface de notre planète, laissant derrière eux des terres sans vie, parsemées de cratères. Dans le pire des cas, la Terre pourrait même entrer en collision avec l'une des nombreuses lunes de Saturne. Mais imaginons que nous ayons traversé cette région en un seul morceau, et que notre planète soit maintenant très proche de Saturne. La géante gazeuse peut sembler toute légère et aérienne, mais il est impossible que la Terre puisse traverser l'immense sphère et repartir de l'autre côté. C'est la gravité qui maintient tout ce gaz ensemble. La gravité même qui fera accélérer notre planète. Plus elle est proche d'un corps spatial beaucoup plus grand, plus l'attraction est forte. Les lignes de faille sur la Terre vont se fracturer. Elle déclenchera également de puissantes éruptions volcaniques partout dans le monde.
Et puis, notre planète s'écrasera sur Saturne avec une force gigantesque. L'atmosphère des planètes sera comprimée. Cela provoquera une hausse de température spectaculaire et rapide, et en un rien de temps, l'air sera en feu. Les scientifiques affirment que le noyau de Saturne est dense, composé de fer et de nickel, et entouré d'une couche rocheuse. Mais nous n'y arriverons jamais. La Terre brûlera dans l'atmosphère de la grande planète après avoir été littéralement déchirée. Notre beau monde bleu-vert se transformera en milliards de billions de tonnes de roches vaporisées. Dommage. Peut-être que la Terre deviendra un autre anneau de Saturne, à la place de ceux qu'elle a détruits. Ça a l'air sinistre, je sais. Bon, qu'avons-nous sur la liste des choses à faire avant de mourir ? Cela semble sinistre, je sais. On n'a pas le pouvoir de sauver la Terre de Saturne, mais ce n'est qu'un mauvais rêve, alors peut-être que nous pouvons faire quelque chose et nous sauver d'une menace réelle, celle du changement climatique. Je dis ça, je dis rien.